Bon après-midi, mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre émission qui traite des faits de société, vous et moi. Peut-on mettre un terme à une relation tout en gardant de bons rapports? C'est le thème qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi. Bien évidemment, la ligne sera ouverte dès 14 h pour ceux qui voudraient bien intervenir, pour ceux qui voudraient apporter leur contribution à ce débat. Ça sera dès 14 h. Le numéro de téléphone va s'afficher juste au bas de vos écrans, comme d'habitude. Sur ce plateau, je reçois ce samedi deux panélistes. Je vais commencer par la dame, honneur aux dames, comme on le dit souvent. Fanny Matombe, bon après-midi et merci d'être là. Merci à toi Audrey, merci à tous ceux qui sont scotchés en ce moment sur STV et un bonjour particulier aux populations de Bafoussam qui nous regardent tous les samedis. Donc continuez à regarder STV avec vous et moi, vous aurez le meilleur, n'est-ce pas, du traitement des faits de société. Voilà, on va dire qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous regarder, du côté de Bafoussam, du côté de Boya, du côté de Tchang, du côté de Bamenda, du côté de Baganté, de Ngaoundéré, et même de l'autre côté, comme j'aime bien le dire, du côté de la France, on pense à notre ami Zingangoula, qui est certainement en train de nous regarder, à Ruben Francis, à toutes ces personnes-là qui sont, qui font partie de la grande famille, vous et moi. On a un avocat. On aura un avocat sur ce plateau, il est déjà dans ce studio, il va s'installer sur ce plateau dans quelques instants. Mais avant, on va démarrer avec Fanny Matombe. Je ne sais pas si on aura notre consultant au téléphone, monsieur le réalisateur. En attendant, je vais rappeler le thème. Le thème que nous allons, le sujet dont nous allons débattre cet après-midi. Peut-on mettre terme à une relation tout en gardant de bons rapports? Deux compagnons peuvent-ils se séparer sans faire la guerre? Peuvent-ils se séparer dans la paix, dans la sérénité? On va essayer d'apporter des réponses à cette question tout au long de ce débat. Alors, est-ce qu'on a monsieur Somo en ligne, monsieur le réalisateur Hingando? Allô? Est-ce qu'on a monsieur Somo en ligne? Bon après-midi, monsieur Somo. Est-ce qu'il est en ligne, Hingando? Non, visiblement, il n'est pas encore, en ligne. Est-ce qu'on a monsieur Somo en ligne? Non, on va entrer de plein pied dans le débat. Dans tous les cas, il va certainement nous appeler dans quelques instants. Un petit souci technique. Alors, Fanny Matombe, comment peut-on ressentir qu'une relation tire vers la fin? Mais il faut dire qu'il y a des signes. Mais on peut aussi arriver à des situations où des signes ne se présentent pas, peut-être parce que celui qui a décidé de mettre un terme à la relation n'a pas laissé apparaître ces signes-là. Parce que, vous savez, un ménage ou alors un couple dans lequel tous les jours il y a des disputes, il faut déjà rappeler que les disputes c'est normal lorsqu'il y a des humains. Oui. Maintenant, quand c'est dans le cas d'un couple, à force de ne plus se comprendre, à force de ne plus parler le même langage, on peut aboutir à une rupture et c'est des signes, entre autres, qui peuvent déjà donner, n'est-ce pas, un coup de pouce ou alors une annonce d'une probable rupture. Parce qu'il faut également dire à se parler, on n'arrive plus à se comprendre. À se comprendre, oui. Parce que comme on dit, c'est très important, on n'arrive plus à dialoguer, voilà, entre deux personnes. Donc, moi, je dis, voilà, autant de petites choses. Mais maintenant, autour, il y a tellement d'autres choses qui entrent là. Mais moi, je voudrais regarder la chose dans le cadre des deux personnes directement, parce qu'on ne va pas prendre l'influence peut-être de la famille, des amis et tout ça, non. Regardons d'abord les deux personnes, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas justement à se parler ou à dialoguer, mais qui trouvent des voies et moyens passant par d'autres sources, on va dire comme ça. Donc, en interne, je dis encore, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à dialoguer véritablement, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive même plus à se regarder. Il y en a qui ne partagent même plus le même lit, par exemple. Donc, c'est autant de petites choses qui pourraient aboutir à une rupture. Oui, des signes avant-coureurs. On va dire que lorsqu'il n'y a plus de dialogue dans un couple, ça veut dire que ces personnes ont atteint le point de non-retour, tout simplement. Oh,
Pas forcément, parce qu'on a vu... Il y a encore quelque chose à faire. Il y en a qui touchent le fond, mais qui réussissent à se relever. Donc, on ne peut pas prendre ça comme étant, c'est-à-dire, on va dire quoi, une cause fondamentale qui est, c'est-à-dire incontournable, non. Il y en a qui ont vraiment touché le fond, mais avec une prise de conscience, avec l'aide de l'entourage, voilà, ils ont réussi à surmonter ça et ont continué leur bonhomme de chemin. Voilà. Alors, Maître Bondy, je l'annonçais il y a quelques instants sur ce plateau. Bon après-midi. Merci Audrey. C'est toujours un plaisir de participer à ce repas qui est toujours un bouillon social très pimenté par vous. Et nous espérons que cela participe aussi de prise de conscience de beaucoup par rapport aux faits sociaux. Et que des gens, sur cette base-là, puissent agir, comme disait le philosophe allemand que j'aime beaucoup, Kant, Emmanuel Kant, qui disait ceci: agis toujours, de telle sorte que la maxime de ton action soit érigée en règle universelle. Universelle, oui. Alors, peut-on mettre un terme à une relation tout en gardant de bons rapports? C'est le thème qui nous réunit cet après-midi. Tout à fait. Mais lorsque je vois par exemple le thème qui est bien inscrit, la rupture, quand on parle de rupture, cela veut dire qu'il y a une cassure. Il y a quelque chose de brutal. C'est-à-dire que c'est la fin brutale d'une relation. Cette relation peut être professionnelle, cette relation peut être amoureuse, cette relation peut être amicale, mais lorsqu'on parle déjà de rupture, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas poussé ces deux individus à aller de l'avant. Et maintenant, ça dépendra de la capacité de ceux qui étaient en relation, de pouvoir supporter cette brisure brutale, parce que cela a toujours des séquelles. Lorsqu'on parle par exemple de la rupture du lien conjugal, pour ceux qui sont mariés, vous savez que cette rupture peut se faire soit par divorce, à l'initiative d'un des époux ou des deux, mais sur la base de fautes, comme l'indique notre loi. Cette rupture aussi peut se faire par décès. Et vous savez que c'est des événements qui arrivent et qu'on ne prévoit pas. Et donc, ça entraîne des conséquences. Est-ce qu'on a la capacité d'assimiler dans cette rupture? C'est tout le problème. Est-ce que si, dans le cadre d'une rupture voulue par l'une ou les deux personnes, toujours vivantes, est-ce qu'elles seront capables de résister à l'envie parfois de faire du mal à l'autre, soit à l'auteur de la rupture, soit à celui qui n'a pas pu assimiler cette rupture. Et c'est tout se joue dans la capacité, comme je l'ai indiqué, des individus à assimiler tout cela. Est-ce que, comme vous avez posé la question, si vous permettez... Comment peut-on ressentir qu'une relation tire vers la fin? C'est la question que je posais à Fanny Maton. Tout à fait. Comment on peut ressentir? Mais quand vous vivez avec une personne, vous avez des objectifs communs. Nous disons en droit, lorsque vous êtes à deux, déjà les règles s'établissent. Et beaucoup ne savent pas que tous les actes que nous posons tous les jours, c'est des contrats que nous signons. Lorsque vous m'appelez pour l'émission, vous me dites, est-ce que vous pouvez être là? J'ai dit oui, c'est un contrat qu'on a signé. Et effectivement, ce contrat peut être exécuté à bonne fin, comme ça peut être mal exécuté. Je peux vous dire, je viens, je ne viens pas. Ça vous crée un préjudice. Je peux venir et au lieu de faire ce que vous voulez, je fais autre chose. Donc vous savez, quand vous êtes à deux, quand vous êtes plus de deux personnes, même lorsque vous vous mariez, vous n'avez pas toujours les mêmes choses, les mêmes vues. Il y a ceux qui aiment la télé, d'autres n'en aiment pas, d'autres aiment peut-être telle émission que vous n'aimez pas. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, mais vous devez vous arranger à avoir un minimum d'intérêt commun qui permettent donc de vivre ensemble, de pouvoir continuer la relation que vous avez créée, qui est généralement la relation basée sur des contrats. Même lorsque vous signez, on dit souvent le mariage, c'est un contrat sui generis, parce que c'est un contrat de volonté, mais fondé sur une institution légalement protégée. Donc ça va au-delà de votre consentement. Mais toujours est-il que chaque chose que vous faites dans la vie, vous signez des contrats. Vous avez une relation amicale avec quelqu'un, c'est une forme de contrat qui ne dit pas son nom, parce que là-dedans va se dérouler autant de secrets, autant d'intimité, autant de choses que vous ne pouviez pas vous dire à quelqu'un d'autre qu'à votre ami, ou à votre époux, ou à votre partenaire. Alors lorsqu'il y a la rupture, est-ce que cette rupture-là permettra de sauvegarder en fait ce qu'on connaît de l'autre? Le connais toi-même, le moi qui est soi. C'est-à-dire que je me connais, à tel endroit
par exemple, sur mon physique, je sais qu'il y a telle chose, il y a telle cicatrice, peut-être j'ai fait tel tatouage, surtout vous les femmes, par exemple. Et donc, seuls ceux qui sont très proches de vous, parfois, si vous le voulez bien, connaissent ces méandres. Ils savent quand vous vous fâchez, ils savent ce que vous mangez, bref, ils vous tiennent. Et donc, tout cet ensemble-là, est-ce qu'on est capable de maintenir en soi ces secrets? Parce que chacun a son jardin secret. Et maintenant, si on n'est pas capable, on arrive donc à ce que nous tous nous déplorons. C'est-à-dire à des déviations, à des destructions, et parfois à l'autodestruction, parce que la destruction peut être soi-même. Je ne supporte pas d'avoir perdu tel, alors je m'auto-détruis. Et donc, ce n'est pas toujours l'autre qui me détruit, moi, je peux me détruire. Et c'est là où tout le rôle de la maîtrise de soi se prononce. Alors, Maître Bondier, hein, la brutalité de la fin d'une relation ne vient-elle pas d'un manque de dialogue? Au-delà le dialogue, hein, fait partie effectivement des mécanismes qui permettent de rester sur la même ligne de signature. Vous savez, même lorsque vous signez un contrat avec un partenaire, peut-être vous avez signé un contrat de faire telle activité, etc. Il est toujours de bon ton, en cours d'exécution du contrat, que de temps en temps, vous vous retrouviez pour voir si vous êtes en train de marcher dans parce qu'il y a des éléments, la même direction. Il y a des éléments qui peuvent vous désorienter. Vous avez prévu, par exemple, qu'aujourd'hui, il ne va pas pleuvoir, mais il a plu. Alors, comment faire pour contourner le manque d'action de ce jour alors que vous ne l'avez pas prévu? Donc, il faut, moi, je crois, le dialogue, il n'est pas seulement entre partenaires. Le dialogue, tous ceux qui sont en concours pour réaliser un objectif commun, doit être le leitmotiv qui les guide pour redresser les torts, pour justifier parfois des manquements et pour se comprendre. Parce que lorsqu'on se parle, on se regarde droit dans les yeux, on a un souci de pardon. On a un souci de compréhension parfois, que lorsque on est à distance et que parfois les rumeurs même viennent détruire parce que tel ne parle pas. L'absence de dialogue donc à ce niveau-là est source de destruction. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la volonté de chacun. Lorsque vous vous associez pour réaliser quelque chose, il y a ce qu'on appelle l'affectio societatis, c'est-à-dire que vous devez avoir une volonté d'aller ensemble vers cet objectif. Mais il peut se trouver qu'entre vous deux, il y a un malin. J'ai ma partenaire à qui je dis je t'aime tous les jours, mais en fait je l'aime parce que, bon, je parle de Fanny, j'aime Fanny parce que de temps à autre elle me fait des bons bains. Et c'est ça qui me flatte. Je ne lui dis pas la réalité. Je cache à moi ce qu'elle ne voudrait pas savoir. Et elle aussi, de son côté, peut-être, elle me dit tu es le seul, etc. Alors que par derrière, elle me trompe. Donc tout cela donc, font un magma dans un volcan qui peut arriver à une rupture. Donc moi, je pense que c'est la rupture vient du fait que l'une des personnes, ou les deux, ont manqué à la volonté commune du départ. Alors, Fanny Matombe, comment expliquez-vous qu'après une idylle, que deux partenaires arrivent à s'étriper, à faire la guerre? Comment vous expliquez ça? Mais simplement parce que Maître Bondier vient de dire, parce que tout repose, comme il a dit, sur la capacité de chacun à pouvoir supporter ou alors accepter même la rupture, parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui parfois même sont auteurs de la rupture mais qui ne la supportent pas après. C'est pourquoi il a parlé qui n'assument pas, justement, qui n'assument pas. On peut décider de dire à son compagnon que c'est fini, mais après on n'arrive pas à assumer cette décision. Voilà, justement, donc ça peut venir d'un côté comme de l'autre, d'où donc la situation qu'on peut connaître, c'est-à-dire des personnes qui ont été ensemble, qui ont partagé tellement de choses ensemble, mais qui après la rupture deviennent carrément, mais je sais pas, ils n'arrivent même plus à se regarder, ou alors supporter, à se parler. Voilà, donc c'est très difficile et comme Maître l'a dit, il faut cette capacité et cette capacité on ne la vend pas. C'est pourquoi on dit toujours, avant d'agir il faut réfléchir. Au moment où vous pensez qu'il est temps d'une rupture, ça veut dire que vous êtes entouré d'un minimum ou alors d'un maximum psychologique pour pouvoir affronter votre nouvelle situation. Ça veut dire que la décision a été mûrie, a été longuement mûrie. Donc ça veut dire qu'on a les capacités de pouvoir assumer après. Il faudrait en principe, mais quand c'est des choses qu'on fait sur un coup de tête ou alors quand c'est brutal, tel que l'a expliqué Maître Bondier, c'est aussi parfois
très difficile, vraiment quand c'est brutal, parce qu'il faut dire qu'il y a des situations qui nous arrivent, mais dont on ne maîtrise pas toujours les tenants et les aboutissants, parce que ça nous a surpris et ça peut être très mal vécu par les personnes qui sont concernées. Donc, c'est pourquoi en chaque être humain, il y a ce qu'on dit souvent, hein, chacun doit pouvoir, n'est-ce pas, se faire son intérieur, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais il faut avoir un intérieur assez fort pour pouvoir résister, parce que ça peut être autre chose hein, que la rupture, pouvoir résister à tout ce qui peut nous arriver. Et si on était ici, je ne sais pas, dans une émission religieuse, quelqu'un vous aurait dit, mais si vous avez donné votre vie à Dieu, forcément, quel que soit ce qui va vous arriver, vous ne serez pas ébranlé. Mais on ne peut pas se mettre dans cette logique-là quand on sait pourquoi de plus en plus les gens vont à l'église aujourd'hui. Donc, prenons les choses de façon lucide, prenons la réalité telle qu'elle se présente. Il faut être fort, tellement fort dans la tête. C'est pourquoi il faut s'entourer du maximum de conseils. Voilà, quand vous voulez prendre une décision, adressez-vous aux bonnes personnes, dites-leur la vérité sur le problème. Comment savoir qu'on s'adresse aux bonnes personnes, justement? Parce qu'adressez-vous aux bonnes personnes, d'accord. Oui. Mais comment savoir je vais prendre je vais prendre un cas simple. Je suis en mariage, je vais divorcer, ça ne va plus. Mais la première chose qui doit me venir à l'idée, c'est d'aller vers quelqu'un qui gère le divorce. Il y a des spécialistes pour ça, il faut aller vers ces personnes. Maintenant, on peut descendre, aller voir peut-être ceux qui ont connu cette expérience, ou alors ceux même qui sont en ménage, mais qui ont une certaine expérience dans le mariage. Et on va donc faire, on va collecter tout ça, et à la fin, comme on dit, chacun son libre arbitre. Il faudra décider. Mais ce sera sur la base de plusieurs choses. Je voudrais à la suite de Farima Top, effectivement, dire que dans ce cadre, même aller voir des spécialistes, il faut encore quel type de spécialistes parce que non, mais de prime abord, ils sont censés être des spécialistes. On a des conseillers matrimoniaux, comme voilà. Il y a souvent, on reçoit souvent ici, comment il s'appelle? Oui, au-delà du type, Audrey, au-delà du type, mais du professionnalisme. Parce que beaucoup de personnes, je prends le cadre du divorce, comme elle a pris l'exemple, vous savez, il y a certains, dès que vous arrivez, le divorce, ils voient directement le tribunal. Mais ils ne voient pas parfois la phase réelle des conseils, qui peut jouer un rôle pour rétablir l'équilibre dans le foyer. J'ai eu l'occasion de le faire, c'est vrai, ça ne m'a pas donné de l'argent, mais j'ai été fier d'avoir fait mon travail. Je voudrais tout simplement dire, et à la suite, lui indiquer que la rupture, on ne la connaît pas d'avance, mais on devrait la connaître. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y aura rupture un jour. Puisque nous ne sommes pas éternels, un jour, nous cessons de vivre. C'est la rupture. C'est-à-dire que si vous vivez avec votre femme en permanence, un jour, soit elle, soit vous, vous partirez. Et donc, elle doit supporter cette rupture brutale qui est intervenue, que ce soit le divorce. Et c'est pour cela que je dis que ce soit le travail. Ce n'est pas éternel. Que vous travaillez 40 ans, 50 ans, un jour, soit vous allez en retraite, et l'employeur doit s'y faire. Quelle que soit à une fin. Oui, toute chose, c'est ce que je veux dire, à une fin. Mais c'est là où je suis d'accord avec elle, c'est que ça se prépare. Ça se prépare comment? D'abord sur le plan personnel, vous devez accepter qu'un jour, cela puisse arriver. Quelque chose puisse arriver de cette sorte. Et si vous n'êtes pas capable d'envisager, même à votre partenaire, dites-lui si le jour arrive, qu'est-ce que je fais? Dans la discussion qu'elle a indiquée, qu'est-ce qu'il faut faire? Et n'ayez pas peur d'en discuter. Que ce soit lui ou ce soit vous, un jour ça va se faire. Que ce soit au milieu du travail, un jour votre employeur peut vous mettre dehors. Il faut que vous soyez capable de se dire, psychologiquement. Oui, que là où je travaille, je peux ne plus travailler là demain. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas mourir pour autant. Et ça se prépare donc dès qu'on est. D'ailleurs, Heidegger nous disait, j'aime souvent citer ces grands hommes. Heidegger disait, lorsqu'on est, on est assez vieux pour mourir. Puisqu'il y a les bébés qui meurent, il y a même les fœtus qui meurent. Ils n'ont rien fait. Donc, dès que vous poussez le premier cri, la vie n'est pas facile. Vous commencez donc par l'éducation, par les associations, par votre formation personnelle, à vous préparer à affronter la vie. Et la vie n'est pas que rose. Toutes ces ruptures, qui peuvent être partielles, vous pouvez avoir quelques crises, que ce soit des partenariats, que ce soit des foyers, que ce soit au sein des services ou au sein des amis. On a vu des amis avoir des crises effectives. Comment faire pour les résoudre?
si c'est partiel. Mais comment faire pour résoudre si c'est total? Voilà ce que je voulais dire. Comment on arrive à passer hein, de l'amour à la guerre hein? Moi, je suis tentée de dire que ces personnes-là qui, après, se déchirent, après avoir rompu, c'est des personnes qui manquent de maturité quand même, des personnes immatures. Sinon comment ça s'explique qu'après avoir vécu de beaux moments, après avoir partagé de beaux moments ensemble, qu'après on arrive à se faire du mal? Ça relève un peu de l'immaturité. Bon, il y a de tout ça pour aider Fadé le temps que... Oui. Ben, je ne voudrais pas la ravir sa vedette. Oui, mais je voudrais tout simplement dire que, vous savez, l'être humain a en lui un certain nombre d'éléments qui partent aussi, soit individuellement, soit socialement, soit par des événements qui lui arrivent. Il y a l'égoïsme. Quand on est égoïste, on ne voit que ses intérêts. Oui. Et à ce moment-là, tout ce qu'on perd peut être transformé. Je ne sais pas comment je peux le dire. Vous pouvez quitter de l'agneau vers le lion. Oui. On a eu des cas, hein, je ne citerai pas ce livre de Platon, où ces bergers qui étaient pratiquement l'homme a tout fait du roi. C'est-à-dire que quand le roi parlait, il savait que c'est le seul. Mais un jour, il découvre une bague qui le transforme, donc il peut se cacher sans qu'on le voit. Il se rend donc compte qu'il est puissant. C'est comme ça qu'il va tuer le roi, prendre sa femme et devenir un dictateur terrible. Donc, vous savez, les gens se cachent parfois derrière le moi et donnent l'illusion d'être ce qu'ils ne sont pas. Et à partir d'une rupture, il ressort donc sa vraie nature. Sa vraie nature. Oui. Pour te démontrer qu'en fait, tu étais une propriété privée. Et lorsqu'on associe à ça, dans les relations, par exemple, entre les hommes et les femmes, où certains continuent à considérer que la femme, c'est un bien. Donc, elle n'a pas la capacité de dire non. Surtout quand on finance, surtout quand on la maintient avec un certain nombre de choses. Ou même qu'on ne finance pas. Hein. Même si on ne finance pas, on se dit c'est la femme. Et c'est ça l'égoïsme. Oui. On a des femmes qui se disent, mais ce monsieur-là, il est timide, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est vraiment, vous avez vos termes là, vous m'aidez avec ces termes. Je ne connais pas ces termes. Bon, c'est un gaou, ou premier ou deuxième gaou. Oui. Et à un moment donné, on se rend compte que le gaou, ce n'était pas vraiment le gaou. Il s'est rendu compte qu'il était effectivement exploité et reprend sa forme. On se fâche. Et on veut lui montrer que tu vas rester dans le carcan qu'on a tracé. Tout cela, comme je l'indiquais au début, peut être un bouillon. Un bouillon qui pousse les gens, effectivement, à devenir comme des animaux. Et n'oublions pas ce qu'on dit toujours, je vais en terminer par là, Fanny, que l'homme est un animal. Avec tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'à chaque instant que la société s'éclipse, l'homme ressort son côté animal. Oui. Et cherche donc à ce moment-là à imposer ce qu'il a comme vision. C'est la société qui, en fait, à partir, quand on dit société, les règles préétablies, qui font de telle sorte que les gens se comportent parfois comme si c'était des agneaux. S'il n'y avait pas de police, s'il n'y avait pas de gendarmerie, s'il n'y avait pas de justice, je vous assure que même pour faire une émission... On vivait dans une jungle, hein? Il fallait être très fort pour pouvoir s'asseoir là où vous êtes assise. Vous comprenez? Alors, donc c'est un peu ça. Alors, y a-t-il un profil de personnes susceptibles de succomber au conflit post-relationnel, Fanny Matombe? Y a-t-il un profil de personnes? Mais si je postule un peu, comme l'a dit Maître Bondjet, ces personnes égoïstes, et moi j'ajouterais même hypocrites, qui vous laissent croire qu'ils sont ceci alors qu'ils ne le sont pas, du coup ça devient très difficile de tracer un profil pour ce genre de personnes, parce que justement, on le connaît sous un angle au départ et après ce n'est plus la même personne, du coup ça devient très difficile. Mais il faut quand même dire que des personnes qui, parfois à cause de ce qu'ils font comme boulot, à cause de leur fréquentation, à cause du milieu dans lequel ils ont grandi ou alors ils vivent, peuvent réussir, n'est-ce pas, à ne pas devenir ces personnes qui après changent de visage. Je prends un cas simple. Il y a des gens, je prendrais une religion comme ça, c'est pas pour dire que c'est meilleur ou quoi que ce soit, mais sur la base de quelques observations. Quand on prend par exemple un enfant qui est né et qui a grandi dans on va appeler ça quoi, dans le cercle des témoins de Jéhovah, et on sait un peu comment ils ont cette capacité à
à coopter, non pas à coopter, mais à mouler, n'est-ce pas, ceux qui sont pour leur doctrine. Ils grandissent avec une certaine approche des choses et des gens comme ça, pas forcément tout le monde, hein, pas forcément tous les Vous n'allez pas généraliser. Hein? Voilà, des gens comme ça parfois arrivent à ne pas changer parce que dès le bas âge, et vous savez chez eux ça se prend dès le bas âge, dès le bas âge, il a grandi d'une certaine manière. Il a été formaté. Voilà, il est déformaté et puis ça fait que demain, face à certaines situations, on pourrait ne pas le voir changer de visage. Donc, parler d'un profil type, je crois que c'est très difficile parce qu'il est clair, les hommes, tout ce que nous soyons, hein, on a cet égoïsme en nous. Maintenant, chacun développe ça à sa manière. Il y en a qui le développent parce que c'est nécessaire. Mais il y en a qui le font parce qu'ils estiment qu'il faut le faire parce que tout doit être à eux. Donc, c'est un peu difficile de tracer un profil. Un profil type. Voilà, un peu difficile. Enfin, ça, c'est un avis. Hein. Peut-être qu'il y en a, mais... Pour rejoindre un peu l'avis des Fanny, il faut dire que la société aussi y participe de beaucoup. Selon les valeurs que la société défend, la société va aussi faire éclore un type de personne. Si on prend la société camerounaise, aujourd'hui, on défend une valeur de l'argent. Le plus riche impose. Et à partir du moment où la société donne cette valeur, et que vous vous sentez avoir cette valeur, entre guillemets, c'est parce que ce n'est pas une valeur l'argent, et que vous sentez que vous faites partie de cette valeur-là, alors il n'est pas question que certaines choses vous soient opposées, puisque vous pouvez tout faire, entre guillemets, dans la société. Vous avez de l'argent. Vous, attends. Argent, pouvoir. Et oui, argent, pouvoir, je peux faire jouer tel ou tel, je peux faire taper sur tel levier, j'aurai des réponses. Mais vous êtes qui? D'autres vont vous dire vous êtes des cancrés là, c'est-à-dire que je vous écrase si je veux. Ah oui, c'est ça. Vous savez, ici, là, à ce moment-là, l'homme n'est plus au centre des préoccupations. La préoccupation essentielle est matérielle. Et quelqu'un l'a dit d'ailleurs, quelqu'un de très important, un artiste qui est parti, qui disait qu'elle a bu ma bière. Et elle a bu ma bière, elle doit absolument... Jean-Michel Cancan. Bon, c'est vous qui le dites, je n'ai pas cité les noms. Mais alors, ça me rappelle ça aussi. Voilà, effectivement, vous voyez donc jusqu'où peut aller ce genre de comportement. À cause d'une bière, alors là, elle est obligée de faire ce que je dis. Et à partir de cet instant, on ne peut plus avoir un modèle type de personne. On se réfère maintenant à la société qui a ses valeurs, entre guillemets. Et il faut aussi dire, au-delà de ça, qu'il y a des individus qui donnent des signes. Dans une relation, que ce soit amicale, il ne faut pas seulement voir des relations charnelles. Que ce soit amicale, vous avez un ami qui ne vous aime que parce que vous le donnez, à chaque fois, vous lui donnez la bière. Il faut savoir que le jour où vous ne donnez pas de bière, vous avez des problèmes. Parce que c'est en fait ça qui fonde votre amitié. Qui n'est pas une amitié sincère, donc. Bon, c'est ce qu'on dit. Donc il faudrait donc aller au-delà. Quand vous allez dans une relation, il faut aussi réfléchir. Parce que demain, ne vous plaignez pas parce que tel, vraiment, il m'a abandonné, il est parti, alors que vous voyez déjà, dès le début, les prémices. Les prémices, oui. Mais des fois, il faut dire que des fois, dans le cadre d'une relation amoureuse, on s'entête. Hein. Je veux dire, quand on aime la personne, des fois, on a des signes. Hein, il faut encore voir. Il faut encore voir. En fait, de les voir. On refuse de les accepter. Il faut encore voir. On se voile les yeux. Et des fois, mais bon Dieu, on se dit, ça va aller. Avec le temps, ça va changer. Avec le temps, ça finira par s'améliorer. Et finalement, lorsque vous êtes sincère en amour, parce qu'il faut aussi dire, on a parlé de ceux qui ont l'argent sur moi, mais on n'a pas parlé de ceux qui sont des prédateurs. C'est-à-dire que ceux qui viennent prendre cet argent, par tous les moyens. Forcément. Parfois, ils se font victimes. Non, j'ai été élevé dans une famille pauvre, vraiment, moi, mon père n'avait pas aussi l'argent. Je voudrais, c'est pour cela que... Non. À ce moment, ce n'est pas l'amour qu'on a mis devant. C'est ce que tu as qui est important. Et le jour où on retrouve le vrai amour, on oublie que vous avez joué un grand rôle. On a pris le cas de cette fille qui avait été brûlée à l'université à l'époque, je crois en 87-88, quand j'étais à l'université, qui avait vécu avec un tailleur.
Et c'est le tailleur qui pourvoyait à ses études. D'après ce qu'on nous a dit, ils se sont connus, elle était peut-être en 4e. Ses livres, sa scolarité et même sa nutrition, c'est ce tailleur qui s'en occupait. Jusqu'à l'université où elle arrivait en maîtrise. Ce monsieur payait toujours. Et elle arrive en maîtrise et se dit, mais je fais quoi avec un tailleur? C'est tape un commissaire de police parce que le niveau de vie est élevé. Et ce monsieur qui a vu, qui s'est sacrifié pour elle, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu la brûler et s'est brûlé lui-même. Alors, c'est le genre de rupture. À qui la faute? À la faute, on va dire la faute du tailleur peut-être. Parce que on va dire, ça relève encore de l'égoïsme des hommes, mais de mon Dieu. Oui, oui, de l'égoïsme des hommes. Le fait de payer, est-ce que le fait de payer la pension, de s'occuper de la nutrition d'une fille, d'une femme, fait de cette femme votre propriété? Pas du tout. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tantôt que toute chose a une fin. Vous devez être préparé psychologiquement à ce que cette personne-là puisse partir un jour. Ça, c'est vrai. Mais la manière de partir aussi compte. Ah, il y a une reconnaissance quand même quand quelqu'un, Audrey, vous a permis quand même de faire l'école. Vous n'allez pas vous moquer de lui. Il y a une manière de lui dire merci. Humainement. Humainement. Même si vous devez prendre quelqu'un d'autre, vous devez préparer le terrain. Pas qu'il constate un jour, et vous le dites ouvertement, parce que les femmes ne cachent pas d'habitude. Vous dites que je fais quoi avec un tailleur, ça arrive à ses oreilles. Alors qu'au moment où vous n'aviez pas cela, c'était votre Dieu. Il y a problème. Je crois que même la justice divine à ce moment-là, oui, ne va pas frapper. Oui, si la justice des hommes n'intervient pas forcément, il y a une justice divine qui existe là-haut et qui va certainement frapper fort. Alors, Fanny, quel est le rôle, quel rôle peut jouer l'entourage dans le conflit? Mais un rôle de conseil. Un rôle de conseil, mais comme je l'ai dit tantôt, l'entourage ne pourra agir efficacement que si la vérité est dite. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si je vous ai pris votre chaussure et vous allez raconter que je suis arrivée chez vous, j'ai pris tous vos meubles, c'est différent. C'est pas pareil. Le fait, là, j'ai pris quelque chose, mais je n'ai pris qu'une chaussure. Mais vous parlez des meubles. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'on a besoin de conseils, lorsqu'on a besoin d'être aidé, il faut commencer par se dire la vérité soi-même. Ça veut dire quoi? Je viens m'adresser à Maître Bondje. Je lui dis les choses exactement comme elles sont. Parce que moi, je dis souvent aux gens, si vous me dites une chose dans un sens qui n'est pas le vrai, mes conseils iront dans ce sens, forcément. Je ne serai pas en train de résoudre le problème. Donc, l'entourage peut jouer ce rôle de conseil, devrait même jouer ce rôle de conseil et amener avec une issue plutôt favorable. Parce qu'on se dit que lorsqu'on se lance dans ce genre d'activité, c'est pour qu'à la fin, tout le monde se sente bien, que tout rentre dans l'ordre. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des entourages qui viennent plutôt envenimer la situation. Et ça ne m'intéresse pas parce que c'est des personnes qui n'ont rien compris. Ils n'y gagneront rien. La preuve, c'est qu'il y en a qui essayent de faire ça. Mais vous, derrière, vous arrivez à vous arranger et ces personnes, après, deviennent vos ennemis. Donc, l'entourage devrait jouer un rôle de conseil. Et non envenimer la situation. Non. Il ne faut pas. Il faut pas. Et c'est pourquoi il faut aussi être très fort dans la tête et parfois ne pas jouer au chat et à la souris ou alors se dire, OK, comme Maître Bondje, c'est lui mon frère dans l'histoire, forcément, je vais supporter tout ce qu'il va dire. S'il est dans le fond. Voilà, je refuse d'accepter que non, là, il n'a pas bien fait et tout et tout. Non. Il faut être objectif en toute chose. Je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut résoudre les problèmes. Maître Bondje, vous partagez le même avis? Oui, je voudrais dire que tout part des valeurs que la société veut promouvoir. Vous savez, j'ai coutume de faire cette distinction entre la société traditionnelle de l'époque, communautaire, et la société moderne. Vous savez, dans les sociétés communautaires, l'affaire des individus n'était pas leur affaire personnelle, c'était l'affaire de la communauté. C'est-à-dire, quand on sent même que dans ce foyer, il y a des problèmes, on ne vous demande pas. On s'impose chez vous. Un matin, vous voyez un oncle qui atterrit. Vraiment, ça ne va pas. Dites-moi ce qui ne va pas. Parce que nous, on ne voudrait pas que ceci. Et par respect, ils étaient obligés de leur dire la vérité. Et ça se résolvait là. Parfois, ils disaient, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le linge sale, c'est la famille. Or, aujourd'hui, on arrive à un stade où chacun croit qu'il est
tout puissant seul. Je fais de ma vie ce que je veux. Mais on ne se rend pas compte que quand il y a les problèmes, on ne s'enterre pas soi-même. C'est les autres qui doivent venir résoudre. On ne va pas à la morgue tout seul. On ne va pas à la morgue tout seul. Lorsque les gens bagarrent, je vais te montrer, je vais te casser les dents. Et il casse les dents. Lui-même, il perce l'œil. Ce n'est pas lui parfois qui paye les médicaments. C'est les autres. Donc, quel que soit lambda, malgré l'individualisme prôné par les droits de l'homme, on reste attachés les uns les autres. Quand vous avez le feu chez vous, quelle que soit la capacité de vos forces, c'est les voisins qui vous aident à éteindre le feu. Donc vous ne pouvez pas vous moquer éternellement de vos voisins en disant vous êtes arrivés. Le jour où il y a un problème, vous saurez que même le voisinage est nécessaire. Et donc cette société-là fait de telle sorte que les problèmes parfois s'enveniment du fait qu'il n'y a personne qui peut venir vous aider. D'abord parce que vous ne voulez pas, et ensuite parce que vous n'êtes plus intégré dans la communauté, vous vivez seul. Vous avez un partenaire qui chaque fois vous tape, il vous bastonne, mais vous ne pouvez dire à personne que comme je suis là, je suis mort de chicotte. De peur que peut-être on ne vous voit plus comme cette grande dame qu'on voit, qu'on respecte. Et il faut parfois être humble. Il faut parfois reconnaître que, comme on dit dans notre patois, quand quelqu'un vous dépasse d'un an, il est votre père ou votre mère. Il faut savoir que l'expérience de la vie est aussi la durée. Quelqu'un qui a fait plus de temps que vous a plus d'expérience que vous. Et donc, quand vous avez quelques soucis, essayez de vous rapprocher des autres pour leur indiquer et trouver des solutions. C'est peut-être se rabaisser et aller vers ces personnes. Il faut aller, il faut vivre... Ne pas être orgueilleux, un orgueil mal placé. Oui, il faut se dire une chose, la société, on n'est jamais seul. J'ai lu un livre en 6e, je crois qu'il n'est plus à l'ordre du jour ces derniers temps, effectivement, qui parlait de ce Robinson Crusoe qui a échoué dans une île. Il n'y avait personne. Et il a subi tous les affres de cette vie seule. Le jour où il a rencontré le premier être humain, il était plus fier que tout le reste. Et il le rencontre même dans des circonstances dramatiques. Un être qu'on a mené pour manger et qui s'est échappé drôlement. Et il a fait de cet être-là quelque chose d'extraordinaire. En fait, on voulait nous montrer dans ce livre qu'on ne peut pas vivre seul. Quel que soit ce qu'on a comme bonheur, il faut toujours qu'il y ait l'autre. Et à cet instant, je crois que la société aujourd'hui devrait aussi copier un certain nombre de valeurs de l'époque traditionnelle pour pouvoir vaincre. Regardez ce qui se passe en Europe. De plus en plus, ils reviennent sur la structure familiale qui a foutu le camp. C'est-à-dire que l'enfant, il est capable d'insulter le père, la mère, de faire tout ce qu'il veut. Vous le touchez. Il est protégé par la loi. Il est protégé par la loi. Or, chez nous, la chicotte traditionnelle résolvait les problèmes. Ah oui, c'est ça. Donc, il faut qu'on essaie de voir dans nos sociétés comment intégrer dans toutes ces valeurs pour que l'homme soit un homme bien formé, mais qui ait aussi peur que c'est la société, en fait, qui lui permet d'évoluer. Alors, je vais revenir une fois de plus sur les causes. Les ruptures conflictuelles ne sont-elles pas le résultat de l'absence de respect mutuel entre deux personnes? Le respect, absence de respect entre deux personnes comme cause de rupture, entre autres. Entre autres, parce qu'il faut dire qu'il y a des gens... Est-ce que ce n'est même pas là? Est-ce que ce n'est pas, Fanny Matombe, la cause même principale? Oh non, parce que ça peut varier. Je crois que l'un pour l'autre, il y a quand même, on ne devrait pas arriver à ces conflits-là. Le respect, c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir envers les autres. C'est-à-dire, ça ne se négocie pas en réalité. C'est une valeur morale. On devrait l'avoir. Mais maintenant, dans les relations qu'on se fait et tout, comme il a dit, il y en a qui pensent qu'ils sont supérieurs et donc ne peuvent plus donner du respect aux autres. Parce qu'il est puissant, il a le pouvoir, il a tout ce qu'il faut. Du coup, tous ceux qui sont à côté, mais attends, combien sont-ils aujourd'hui qui vous payent la scolarité, qui vous font ci, qui vous font ça et qui vous respectent encore? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, ça il faut le dire. Mais le respect devrait être appliqué par tous les êtres humains qui existent. Et quand justement, dans une relation entre deux, cette valeur-là n'existe plus, généralement, c'est le chaos. Parce que des personnes qui ne se respectent plus, ça implique quoi?
ils ne se parlent plus, ils ne peuvent pas avoir un dialogue, c'est-à-dire on s'en fout de l'autre, on fait comme on veut, quand on veut, avec qui on veut. En réalité, ils n'ont plus rien à faire ensemble. En réalité, ils n'ont plus rien à faire ensemble parce que s'ils continuent à être ensemble, on peut arriver à un drame. Vraiment un drame parce que ce manque de respect peut conduire justement jusqu'à cela. Puisque l'autre ne représente plus rien, l'autre ne représente même pas une chose. Alors on peut s'en débarrasser quand on veut et donc on peut arriver même à la mort. Donc le manque de respect entre deux personnes peut effectivement aboutir à une rupture et moi je dirais même à un drame. Je voudrais ajouter à la suite des Fatima Tombe, effectivement, qu'on a tendance à croire que le respect, c'est dû à l'aîné. C'est réciproque, comme elle a indiqué. Le respect, c'est une valeur qui doit être enseignée dès la base. Si on entre dans les relations maritales, même dans la Bible, il est écrit, et peut-être je ne vais pas écorcher, homme, protège ta femme, femme, respecte ton mari. C'est une forme de dire que lorsque vous êtes en relation, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit même marital, vous avez un respect commun. On a vu des personnes, au départ, pour prendre son exemple, je suis riche, j'ai les moyens, j'espère un jour je serai riche. On vous souhaite, maître. Ouais, voilà. Je suis riche. Je trouve une jeune... pas que matériel. Ouais, la richesse est spirituelle aussi. C'est dans la tête. Bon, je trouve une jeune fille qui ne fait rien, qui n'a rien. J'estime que moi, avec mes biens, je vais faire d'elle ce que je veux. Effectivement, je le fais. Mais vous savez, celle-là aussi a un respect en retour. Mais elle peut se dire, je le connais déjà, c'est qui, c'est rien. Elle ne te respecte plus parce qu'elle a atteint un niveau. Elle partage le même milieu que toi. Elle partage le même milieu que toi. Elle sait déjà qu'elle peut même avoir des personnes autres que toi. Hein, vous voyez de quoi je parle. Mais tout cela grâce à toi, il faut Mais dire. tout cela grâce à toi. Elle ne te respecte plus et elle t'amène même parfois à te confondre. C'est-à-dire que le genre qui peut prendre même ton ami comme Aman, le genre qui peut aller dans ton milieu professionnel et créer des gaffes. Et donc il y a ce manque de respect qui peut venir même de la personne la moins susceptible d'être accusée de cela. Et donc moi je dis, dès le départ, on l'a d'abord indiqué, il y a c'est dans la formation. On l'avait d'ailleurs lors d'une émission aussi longuement abordée. On acquiert toutes ces aptitudes et ces attitudes dans la formation intellectuelle, morale, psychologique. Et qui font de telle sorte que vous ne vous prenez pas la tête, quelle que soit la situation qui arrive. Que vous soyez riche ou pauvre, vous restez le même individu. C'est-à-dire, vous ne vous dites pas, comme j'ai beaucoup d'argent, oh, je ne suis plus celui qu'on insultait, c'est moi qui insulte. Ou vous vous dites, j'étais pauvre hier, aujourd'hui, bon, par des balises, j'ai pu aussi grimper. C'est lui-même qui m'a aidé à grimper à lui-même derrière, parce que vous finissez par connaître comment il a grimpé. Et vous lui dites, mais attends, si vous êtes riche, c'est parce que vous avez fait ceci et cela. Moi, aujourd'hui, je peux faire... Non, soyez sérieux dans les relations. Lorsque la rupture arrive, parce que vous n'êtes pas forcé de rester dans une relation. Vous n'êtes pas forcé de rester dans une relation. Donc, que la rupture arrive, vous prenez la peine de reconnaître qu'il n'y a pas que de mauvais chemins dans une relation, que ce soit amical. Vous avez eu des bons moments avec votre ami. Il faut les comptabiliser et se dire que les mauvais moments sont des périodes qui peuvent arriver. Nous sommes dans un monde... Qui doivent même arriver. Voilà. Notre bon John est des humains. Tout à fait. Je parlais ici... La vie est faite de sang. Oui, je parlais ici des souffrances que Jésus a eues. On a parlé de la passion de Christ. Il y a des périodes où on souffre. Et cette souffrance peut même vous guider pour le futur. Bien sûr. Il ne faut pas toujours dire que parce que j'ai souffert... Vous l'avez dit la semaine dernière. Tout à fait, j'ai souffert... Il y a des bonnes souffrances. Il y a pas des bonnes souffrances, mais des souffrances qui deviennent des leçons. Oui, voilà. Pour mieux aborder la suite. D'ailleurs, quelqu'un disait, c'est face à l'obstacle que l'on se découvre. Et avec sans péril, on triomphe sans gloire, certains le disent. Il faut savoir que la vie, c'est ça. La vie est faite, comme on le dit au quartier, de haut et de bas. Et c'est la capacité, effectivement,
à faire face à tous ces événements. Ne pas toujours accuser le partenaire, parce que parfois, vous ne savez pas, s'il n'a pas caché un certain nombre d'éléments, s'il lui-même n'était pas contraint de le faire. On disait tout à l'heure là que quelqu'un peut vous dire c'est fini. Quelqu'un peut vous dire, je peux dire à Fanny, notre relation est finie, pour voir enfin qui est Fanny. Et à partir de là, la juger et effectivement arriver à la rupture. Oui. Alors, Maître Bondy, y a-t-il des conséquences pénales lorsque l'un des partenaires, deux personnes qui ne sont plus ensemble, lorsque l'un des partenaires dénigre ou alors même arrive à comment dire ça, à menacer de manière physique, bastonnade par exemple, l'autre partenaire? Je vous vois venir, vous savez, je vous vois venir, Audrey, à cause de beaucoup d'événements que la société connaît. Alors que prévoit la loi à cet effet lorsque l'un des partenaires... Il faut d'abord intégrer, lorsque vous dites dénigrer autre, vous entrez dans le champ de la protection de l'individu. En tant qu'être humain, chacun a droit à sa protection. La protection au niveau de son intégrité physique, mais la protection aussi au niveau de ses droits, que nous appelons parfois des droits extra-patrimoniaux, donc qui n'ont aucune valeur monétaire. Vous avez parmi les droits reconnus à un individu, vous avez ce qu'on appelle les droits civils. Et parmi ces droits civils-là, il y a le droit le plus grand, le droit à la vie. Vous savez qu'à l'époque, il y a des gens qui n'avaient pas droit à la vie, les esclaves. Le roi pouvait décider un matin qu'on coupe la tête de tel on coupait. C'est le premier droit qui a été classé. Chacun a droit à la vie. Et au-delà de cette vie, chacun a droit à son intégrité physique. Si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, avant qu'on ne vous touche physiquement, le médecin doit avoir votre consentement. Si vous n'êtes pas dans la capacité de donner votre consentement, celui qui vous accompagne, ailleurs, on demande qu'il signe des papiers. Parce qu'il ne doit pas intervenir sur votre corps sans votre avis. Son intégrité physique. Et au-delà de cette intégrité physique, il y a d'autres droits. Inhérents effectivement à la protection de l'environnement, à la protection toujours de votre physique, à la protection de ce que vous avez incurgité tant dans le comportement que dans le psychologique. C'est le droit à l'intimité, qu'on appelle encore le droit à la vie privée, qui a d'autres ramifications. Le droit, on ne doit pas violer vos correspondances, on ne doit pas violer votre domicile, vous avez le droit à l'image, vous avez le droit à l'honneur. Et parfois, il y a une différence entre la vie privée et la vie publique. Vous avez un homme qui a une vie publique. Bon, pour ne pas aller loin, Audrey a une vie publique, puisque déjà vedette de télé. Mais il faut faire la différence entre Audrey à la télé et Audrey chez elle. C'est-à-dire que les gens ne vont pas venir un matin vous filmer sans votre avis. Il faudrait bien que vous puissiez donner votre consentement. Mais ici, quelqu'un peut voir votre image, là, ça c'est public. Et il n'y aura pas de problème. Donc c'est un peu ces droits-là qu'il faut sauvegarder. Voilà. Alors, quelles sont les dispositions légales qui peuvent protéger du ou alors de la partenaire il y a les protections dans pratiquement tous les codes. Vous avez le code civil qui protège un certain nombre de droits. Vous avez des actes disparates comme l'ordonnance de 81 qui protège des partenaires, etc. Vous avez le code pénal surtout qui sanctionne la violation d'un certain nombre de droits. Je vous citerai par exemple la violation du domicile, vous connaissez le 299, la violation de correspondance, le 300. Vous avez le droit à l'image, c'est pour ça qu'on punit des diffamations des juges. C'est puni par les articles 305 à 307. Vous avez une kyrielle comme ça qui protège votre corps et qui vous protège dans les attributs attachés à votre corps. Ça dépend de l'angle sur lequel vous protégez. Et vous savez que sur le plan civil, j'ai coutume de citer cet article 1382, parce que Melo nous disait à l'époque, si vous avez un seul article à retenir, c'est celui-là. Tout fait quelqu'un de l'homme qui crée préjudice à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. Voilà. Donc vous pouvez avoir des dommages d'intérêt du fait que quelqu'un vous a diffamé, du fait que quelqu'un a utilisé votre image, ou du fait que quelqu'un a divulgué les secrets que vous lui avez transmis. C'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Voilà, on va rappeler aux téléspectateurs qu'il est 14h. La ligne est ouverte, le numéro de téléphone s'affiche
je crois bien, déjà au bas de vos écrans pour ceux qui souhaiteraient intervenir, voilà, participer à ce débat. Alors Fanny Maton, donner du temps au temps lors de la rupture n'est-elle pas le gage d'une rupture pacifique? Oui, comme on dit souvent, parfois il arrive de prendre les décisions sur un coup de tête, mais une fois que celles-ci sont prises, cela ne voudrait pour autant pas dire qu'on ne peut plus s'y arrêter. Oui. C'est pourquoi d'autres justement se donnent ce temps-là, ils se disent ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou alors j'ai dit ci, j'ai dit ça, mais maintenant je vais me rétracter, je vais un peu sortir de cela un moment. Et ils prennent un temps de réflexion, ils prennent un temps de réflexion et avec le temps, finissent peut-être soit par se rendre compte que c'est la bonne décision, soit par se rendre compte que ce n'était pas la bonne, ou alors à se dire non, il est encore possible de recoller les morceaux. Voilà, c'est pourquoi on dit toujours rien n'est souvent perdu, même quand il y a une rupture. Tout peut toujours se remettre en place. Donc, il faut toujours prendre du temps. Il faut se donner du temps. Je pense que c'est important, toute chose. Il faut se donner du temps parce que même parfois, le temps peut varier maintenant. Ça peut varier d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. Parfois même, vous avez des problèmes au niveau professionnel qui vraiment vous n'arrivez plus à dormir chez vous, mais vous ne prenez pas la décision tout de suite. Vous vous donnez encore un peu de temps en vous disant non, peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine ou le mois prochain, les choses peuvent s'améliorer ou bien. C'est toujours important de se donner du temps. Donc, ça ne sert à rien de courir et d'aller tout de suite, après avoir pris sa décision, disons ça comme ça, aller tout de suite commencer à dire aux gens, bon voilà, comme j'ai décidé que c'est terminé, je vous livre tous les secrets, je vous dis tout, c'est pas la bonne chose à faire. Alors, est-ce qu'on a un téléspectateur en ligne? Bonjour le plateau. Bonjour. Oui, bonjour, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bon après-midi. Oui, allô, bonjour Audrey. Oui, bon après-midi Zingangoula. Vous êtes en direct, hein, on vous écoute. Oui, bonjour Audrey, oui, effectivement, la ligne est bonne et passe. Hein. D'abord, bonjour à tout le plateau, bonjour à Madame Fanny Matop, et puis bonjour au désormais Maître Bondier qui est très récurrent sur notre plateau. Hein. Ah, peut-être que je vais m'écouter. Alors, moi je dirais, oui, moi, ça va, c'est bon, moi je peux aller, hein. Okay. Oui, allez-y. Voilà, alors moi je dirais que c'est très possible même de connaître des ruptures sans animosité, hein, mais à la condition préalable que la relation ait été vécue en toute sincérité, honnêteté et surtout vérité, hein, comme disait Fanny maintenant. Hein. Et j'insiste ici sur le mot vérité, car si au moment de la rupture, l'un des partenaires se reconnaît fautif et surtout coupable d'une attitude teintée de déloyauté vis-à-vis de l'autre, il y a de fortes chances que des rapports cordiaux subsistent entre ces deux partenaires après une rupture, hein, puisque le respect mutuel l'emportera toujours sur toute forme de velléité d'animosité. On dit d'ailleurs qu'une faute avouée est généralement à moitié pardonnée, si ce n'est même que cette faute est généralement totalement pardonnée. Par ailleurs, il y a des ruptures qui peuvent être justifiées par des circonstances exceptionnelles. Hein. Par exemple, le départ d'une personne vers un autre pays, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Et il y a aussi des circonstances d'incompatibilité physiologique entre partenaires. Et là, il y a une rupture qui s'impose entre de tels partenaires et qui est irrévocable. Hein. Bon, par contre, il est fréquent que des ruptures se termine en animosité dès lors que la relation a été gouvernée par des tuperies, des brutalités, des humiliations ou alors des attitudes déloyales. Et en cela, j'interpelle particulièrement Maître Bondier qui n'ignore pas quelle a été l'attitude de son confrère et ex-bâtonnier, Maître Tunjan, vis-à-vis de son épouse qu'il a abandonnée en France, et ou alors l'actualité récente qui tourne autour du capitaine de Lion Indomptable, qui fait deux cas d'école très riches d'enseignement. Bon, d'accord, d'aucuns diront que ces deux hommes sont victimes d'actes de sabotage ou d'animosité de certaines personnes, y compris de leurs ex-conjointes. Mais quand même, à y voir de près, ces anciennes conjointes, que ce soit celle de Maître Tundan ou bien celle de Monsieur Etofis, revendiquent quelque chose de légitime qui se résume par des brimades et des humiliations ponctuées de plusieurs promesses sans lendemain. C'est pas normal de laisser une femme 7 années en lui promettant rien d'autre que du vent. C'est pas sérieux. Bon. Et puis pour conclure, moi je dirais que le seul médicament
préalable à toute rupture pour gouverner la suite de la rupture, pour qu'elle reste saine, ce n'est que la vérité. D'ailleurs, ceux qui lisent la Bible et le Coran sont d'accord avec moi que seule la vérité sauve et guérit et épargne surtout de toute forme d'animosité. On va dire, c'était ma contribution du week-end et qu'est-ce qu'on va dire merci. À Audrey et puis à bientôt. À bientôt, Zingangoula. Merci d'avoir apporté votre contribution, comme d'habitude, à ce débat. Alors, un peu embêté, hein? Est-ce qu'on doit évoquer ces deux affaires, la société rapidement? Oui, je voudrais dire à mon ami Zingangoula que nous sommes effectivement là dans le domaine de la vie privée. Et que je ne peux en parler que si je suis constitué légalement pour en parler. Parce que si j'en parle, ils sont aussi libres de me poursuivre pour avoir s'être ingéré dans une vie privée que je ne maîtrise pas d'ailleurs. Les deux cas qu'il a cités, je ne sais pas qui a raison, qui a tort, je n'ai aucun document et donc je ne peux pas en parler. Maintenant, pour revenir à un cas qu'il a évoqué qui peut avoir des ruptures amiables. Généralement, lorsque nous avons parlé des ruptures ici, nous ne l'avons pas limité seulement dans les relations amoureuses. Vous savez, on a parlé en général dans les contrats. Les co-contractants peuvent mettre un terme à un contrat, mais toujours est-il qu'il y a des conditionnalités pour mettre un terme, que ce soit dans les relations de travail. Mais le terme approprié, lorsque les personnes s'entendent, on parle de séparation amiable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils s'entendent sur un minimum de prérequis de leur séparation pour éviter effectivement cet avalanche. Parce que chacun, c'est de l'autre côté. Prenons pour quitter un peu le domaine sentimental qui attire plus, mais pour entrer dans le domaine purement social, entre un employeur et un employé. Surtout moi, j'ai même participé à ce genre de rupture, de séparation amiable. Un employeur qui se sépare d'un haut cadre. Il a grandement intérêt que ça se passe à l'amiable. Pourquoi? Le haut cadre connaît tellement de secrets de l'entreprise. Et il est de l'intérêt de l'employeur que cette séparation soit négociée. Sinon, ça devient parfois vers l'intérêt controversé de l'entreprise. Alors, on a quelqu'un en ligne. Bon après-midi. Allô? Oui, bon après-midi, monsieur. Monsieur Stéphane Kamga, j'appelle depuis Yaoundé, depuis Ngousso à Yaoundé. Oui, bon après-midi. Vous participez à l'émission. Monsieur Kamga, vous êtes en direct. On vous écoute, hein. Allez-y. Est-ce qu'on a monsieur Kamga en ligne? Non. Petit problème technique, maître, Oui, vous avez la parole. J'étais en train de dire que tout part, et d'ailleurs Fanny l'a indiqué, tout part de comment les partis ont acquiescé à ces ruptures. Et j'indique que ce qui envenime, d'ailleurs elle a dit de manière peut-être sibylline, ce qui envenime plus ces ruptures, c'est le fait de l'autre. C'est le fait de mettre les autres à contribution. Vous savez, on dit dans mon village que lorsque le bois, parce que les enfants ne mangeaient pas le bois à l'époque, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, on disait que quand le bois est en brousse, il est pour les enfants. Parce que vous le tuez en brousse, vous pouvez le manger, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il arrive au village, il devient pour les anciens. Parce qu'au village, on connaît déjà qu'il y a un bois et on chasse tous les enfants. Oui. On a quelqu'un en ligne. Oui, bon après-midi. Allô? Oui, bon après-midi, vous êtes en direct, hein? Vous êtes en direct? Oui. On vous écoute, allez-y. Bonjour, panéliste, Fanny, maître Bondier. Oui, merci. Bonjour Audrey. Bonjour, Ruben Francis. Alors, donc, je vais participer comme d'habitude. Oui. Alors, je suis intéressé par le thème, hein, parce que, voilà, ça me rappelle des souvenirs très tristes. Comme d'habitude. Hein. Déjà, j'ai plusieurs choses à dire. Oui. La première, c'est de savoir comment se protéger déjà avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Si jamais votre ex, n'est-ce pas, essaye donc de vous exposer, comment je fais pour me protéger, n'est-ce pas? Ça, c'est une première chose. La deuxième, et qui est la plus triste, c'est que lorsque je devais effectuer mon premier voyage vers l'Europe, voilà mon ex qui était au courant, je ne sais pas par comment elle a fait, est tombée sur mon passeport, l'a déchiré avec la base de visa. Alors, dans ces conditions, dites-moi, comment je pouvais réagir? Fallait-il être violent ou alors fallait-il simplement l'accepter comme ça? Oui. J'ai perdu le visa et voilà.
aidez-moi. Ou alors aidez ceux à qui ça pourrait encore arriver. Oui. Merci Audrey, merci les panélistes, merci à tout le monde. Au revoir. D'accord. Merci Ruben Francis. Il est toujours, bizarrement, il est toujours concerné par les thèmes. Ce sont des problèmes sociaux, c'est normal. Oui, mais à chaque fois, tous les thèmes, tous les sujets que nous traitons dans cette émission, Ruben Francis est toujours concerné. Parler de la mort, il ne sera pas concerné. Alors, Fanny Maton, vous répondez à ces préoccupations. Alors, je commence par la fin et je vais dire à, on l'appelait comment, Ruben Francis, voilà, oui. Ruben, que je pense qu'il y a eu déjà un peu d'égoïsme dans sa relation avec cette dernière parce que s'il dit bien que c'était sa copine, pourquoi entrevoir un voyage et ne pas lui en parler? Alors, il faut comprendre dans quel état est-ce qu'elle a pu être lorsqu'elle a découvert ce passeport, d'où l'acte qu'elle a posé, que je n'apprécie pas, mais juste pour dire à Ruben que quand on décide d'être avec quelqu'un, essayons de nous ouvrir au maximum pour ce qui nous concerne, pour l'essentiel de ce qu'on partage ensemble, parce que je pense que si ça avait été le contraire, il n'aurait pas eu ce problème. Maintenant, quant aux réseaux sociaux, comment se protéger? Écoutez, je n'ai pas de remède miracle, mais je vous dirais simplement n'y allez plus vous, n'y allez plus, et puis désormais prenez toutes les précautions possibles parce qu'avec les nombreux téléphones qu'on a aujourd'hui qui font tout, vidéo, photos et autres, très facilement. Et puis ne vous livrez plus aussi. Il ne faut plus que les gens se livrent à certaines scènes, à certaines séances de photos, voilà, de tout cela, parce qu'on ne sait jamais ce que l'autre fera de cela. Comme on l'a dit au début, on est des humains et à tout moment on peut déraper. Aujourd'hui, il y a un moyen qui paraît facile, un moyen pour moi qui est honteux, parce que je pense que quelqu'un qui met ce genre de choses au vu des gens devrait également se poser les questions. Moi, je me demandais si cette personne est normale. Moi, c'est la question que je poserais à cette personne. Est-ce que tu es normal? Si tu l'as fait ou alors si tu as pu faire ces photos avec le consentement de la personne, pourquoi venir aujourd'hui le mettre au vu de tout le monde alors que ça s'est passé entre deux? Donc, n'allez plus dans les réseaux, protégez-vous et faites très attention. Voilà, peut-être allez dans les réseaux, mais protégez-vous. Puis aller dans les réseaux. Les réseaux, bon, maintenant, si c'est juste pour aller échanger avec des amis, vraiment, il y a tellement de moyens aujourd'hui aussi pour pouvoir le faire. Je voudrais lui répondre en prenant le dernier pas de Fanny. La meilleure photographie, c'est les yeux que nous avons. Vous savez, dans l'intimité, ce qui fait la force, c'est vous-même. Ce n'est pas les photos que vous allez prendre. C'est vous qui appréciez ce que vous avez vu. Ce n'est pas les photos qui apprécient. Et encore qu'avec des photos, on triche aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, on peut faire des photos, on vous découpe, on recoupe, et on vous... Mais les yeux qui ont vu, on conserve. C'est la meilleure des photographies. Et c'est la meilleure des photographies. Et donc, je me dis une chose, et je reviens sur ce qu'elle a dit, vraiment, c'est un mécanisme de photo. Les vieux, je te prends en photo parce que quand je suis seul, je veux te regarder, je veux voir si tu es à gauche ou à droite. Ça, c'est des mécanismes, déjà, à mon sens, qui ont un peu une ciboule. Parce que moi, lorsque je t'ai vu, je peux te revoir, mais à interne. C'est tout, voilà. Tu ne m'échapperas plus, puisque j'ai déjà incrusté ça à moi. Je n'ai pas besoin de photos, ou quelqu'un peut venir. Encore que, lorsque j'ai cette photo, je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre la voie. En réalité. Et pour que quelqu'un d'autre ne la voie pas, je ne dois pas publier de photos. Je ne dois pas avoir une photo gardée quelque part. Ça, c'est deux. La deuxième chose, je voulais demander à votre... à Ruben Francis, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'on a déchiré? Quelle était la suite? Parce qu'il a demandé s'il devait être violent. Qu'est-ce qu'il devait faire? Je lui dis, mais tu n'as rien à faire. C'est déchiré, c'est déchiré. Même si tu frappais cette personne, ça n'allait rien changer. On a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, on a un téléspectateur en ligne. Bon après-midi. Bon après-midi. Petit problème technique cet après-midi, décidément. Maître Bondier, oui. Oui, bon, je disais que ce phénomène de réseaux sociaux, c'est les jeunes. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils sont filés à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens indiquent tout de leur vie dans les réseaux sociaux. Demain, vous allez vouloir faire autre chose, mais on vous connaît déjà, on vous a déjà étiqueté. Vous savez qu'il y a des institutions ailleurs qui, c'est par les réseaux sociaux, effectivement, qui déterminent qui est qui fait quoi. À travers vos correspondances, à travers votre manière d'être, à travers votre manière de faire, on peut savoir quel type de personne vous êtes. Donc,
ceux qui sont à un certain niveau, il faut éviter les réseaux sociaux. Ou tout au moins, il faut éviter de faire des communications qui vous mettent à balle. Dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. La deuxième chose, je voudrais terminer par là, pour dire que même lorsqu'il y a une rupture, il faut éviter de mettre des gens à l'intérieur. Il faudrait éviter. Et vous pouvez chercher des conseils. Il faut que ce soit un champ réduit. Lorsque vous commencez à divulguer, l'être humain est répugnant aux reproches de la société globale. Parce que vous avez envoyé la photo de Maître Bondje et tout le monde le connaît alors que je n'ai jamais mis ma photo sur un réseau social. Ça va me révolter, ça va me rebeller et quels que soient les mécanismes que tu vas mettre en place pour sauvegarder la relation, je ne serai plus d'accord. Voilà. Donc il faut les éviter. On a quelqu'un en ligne? Un téléspectateur, une téléspectatrice en ligne. Allô, bon après-midi. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Allô? Bon après-midi. Allô? Oui, bon après-midi. Ah, ok, bon après-midi. Bonjour, Maître Bondje. Bonjour, mon frère. Bonjour, Audrey. Bonjour. Ok, j'ai une question pour Maître Bondje. Oui, allez-y. Ma soeur était en relation avec un jeune homme et ils sont justement en instant de rupture. C'est une relation de 7 ans, mais qui ne repose sur aucune base légale. Et au jour d'aujourd'hui, ses effets sont confisqués jusqu'à sa carte d'identité. Elle est dehors avec 3 enfants. Et elle est devant la gendarmerie où elle a essayé d'être soutenue par les gendarmes qui jusqu'ici lui demande d'attendre. Je ne sais pas si c'est au bon vouloir de son ami qu'il faudra se référer pour qu'elle rentre en position présidentielle. Nous, on estime que dans une relation comme celle-là, lorsque ça ne va plus, comme on a compris durant toute l'émission, les gens peuvent se séparer tout simplement, sans qu'on ait besoin de recourir même au niveau de la justice. Bon, mais lorsque ça arrive à ce niveau-là, elle a des enfants, elle est dehors, elle n'a pas d'habits, elle n'a rien, ses affaires sont compliquées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon après-midi. Merci. Bon après-midi à vous, Maître Bondje. Oui, je voudrais tout simplement dire d'abord que c'est des dossiers que je n'ai pas traités à distance parce qu'il y a des éléments qu'on ne peut apprécier qu'au vu des actes. Et après avoir passé au PF, les intéressés, parce qu'il y a des gens qui ont à l'intérieur d'eux des choses qu'ils ne disent pas et qui peuvent permettre de trouver la solution. Mais néanmoins, sur la base de ces quelques indications, il faut savoir qu'il y a les enfants qui sont nés. Il faut encore voir si ces enfants qui sont nés ont été reconnus par le père naturel. S'ils ont été reconnus par le père naturel, ils ont droit à la pension alimentaire. Il faudrait donc que sur la base de cela, elle puisse intenter des actions pour obtenir la pension alimentaire pour ses enfants. Maintenant, une vie de 7 ans, c'est une communauté de vie. Ils ont dû avoir un certain nombre de biens, mais ils ne sont pas mariés. Il reste tout simplement la voie civile, qui est la rupture abusive, soit des fiançailles, soit de la vie commune, et chaque personne entre en droit de ce qui lui revient. Voilà. Voilà. Ok, je crois que le Maître Bondje essaie de répondre à votre préoccupation. Alors, il y a Zingangoula qui revient, mais cette fois-ci en question à Fanny Matombe. S'agissant des photos intimes qui s'échangent entre partenaires, est-ce une manifestation d'un certain degré d'amour-propre? Est-ce la signification d'un état de possession vis-à-vis de son partenaire? Sont-elles de simples fantasmes nourris par des partenaires et dans le but de miner la vulgarité et la perversion propre à un certain érotisme véhiculé au travers de certains films? Alors, ce que je vais dire, c'est que on est presque tous aujourd'hui coincés par toutes ces avancées technologiques. Parce qu'il faut le dire, avant, ça ne se faisait pas. Combien de personnes avaient un appareil photo pour pouvoir faire ce genre de choses? Encore que quand on avait une photo, on ne pouvait pas aller remettre cette photo à quelqu'un pour dire, regardez comment et tout. Ça ne se passait pas comme ça. Et la photo, là, en tant que ce format-là, avait une autre signification que toutes ces vidéos aujourd'hui non plus. Parfois, on se dit, non, je vais partager ça avec ma copine. Bon, on ne sait pas ce qu'elle en fera. C'est ça. Donc, moi, je dis, faisons très attention.
c'est-à-dire, c'est un danger de toute façon. Je trouve que c'est un danger de pouvoir se livrer à ce genre de choses. Maître Bondje l'a dit, les yeux, c'est la meilleure des photocopies, de la photographie. Lorsque vous êtes seul dans une pièce avec votre conjoint ou votre partenaire, sincèrement, il n'y a rien de mieux que ce moment-là, parce que les vidéos, ça peut disparaître, les photos peuvent être usées, mais ce que vous avez vu, vous le gardez éternellement. Même si demain vous perdez la vue, dans votre tête, vous avez toujours l'image de cette personne que vous avez vue. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas se mettre en danger. On ne devrait pas s'exposer en faisant ce genre de choses, parce que c'est justement à travers ça qu'un peu partout, quand je prends de l'autre côté de l'Occident, c'est à travers ce genre de choses que la pédophilie, aujourd'hui, continue de grandir. Parce qu'il y a des petits-enfants cachés derrière leurs ordinateurs qui échangent des vidéos avec ces gens. Mais ils se disent, ce n'est qu'une vidéo que je suis en train de faire, alors que l'autre est en train de l'enregistrer et demain, il va l'utiliser. Donc, sincèrement, il ne faudrait pas se livrer à ce genre de jeu. Et si jamais vous avez eu à le faire, respectez la personne avec qui vous avez partagé ces moments-là. Même si vous êtes au bord d'une rupture, ce n'est pas en faisant ça que les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que ce qui est sûr, vous salissez cette personne, mais vous vous salissez également. Et quand vous le faites, attendez-vous à ce que le prochain homme ou la prochaine femme qui vous aborde vous rende l'appareil. Parce qu'en réalité, c'est ça. Lorsque vous vous exposez d'une certaine manière, il y a des gens qui s'intéressent à vous parce qu'ils veulent simplement vous refaire la même chose. Voilà. Donc, dites-vous toujours que vous êtes devant, vous regardez la nuque de quelqu'un, quelqu'un regarde la vôtre aussi. Voilà. Alors, une question à Maître Bondje, toujours Zingangula. L'une des causes récurrentes des ruptures repose sur la tromperie et le vice du consentement. Les articles 1109, c'est comme ça que ça se dit, 1009 1109. 1109. Voilà, les articles 1109 à 1116 du Code civil suffisent-ils à une personne victime d'un vice de consentement en amour pour justifier quelque animosité, que ce soit suite à une rupture? Là, il a dit des choses un peu, je dirais, mélangées, parce que Loisel disait, un mariage trompe qui veut. C'est-à-dire que je parle de cadre légal. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas se prévaloir du fait que son mari lui a dit qu'il est un grand fonctionnaire et que maintenant elle découvre que c'est un pousseur pour aller demander la nullité du mariage. Parce que nous sommes au niveau de la nullité du mariage. Parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour que le mariage soit valide. Notamment avoir les conditions d'âge, de conscience. Vous êtes en direct déjà, on vous écoute. Hein? Oui. Allez-y, vous êtes en direct. Allô? Oui, allez-y. Bon après-midi. Ok, d'accord. Je m'appelle Olivier, j'appelle depuis Marois, au Cameroun. Oui, bon après-midi Olivier. Bon après-midi. Votre contribution. Alors, petit souci technique. Hein. On espère qu'on a encore quelques petites minutes. Alors, on espère qu'il va revenir. Hein. Maître Bondje avait la parole. Oui, justement, je disais qu'au cas où elle a été trompée, ou parce que ça peut être des deux cas, bien sûr, il n'y a pas de nullité possible. La rupture peut intervenir sur d'autres motifs. Alors, vous êtes déjà en direct. Hein. Malheureusement, on écoute tout ce que vous êtes en train de dire ici sur le plateau. Oui, il est parti. Oui, Maître Bondje. Oui, je disais donc qu'il ne peut pas se fonder sur ça pour une quelconque rupture, que ce soit en nullité de mariage ou bien en divorce. Ce n'est pas un cas. Il avait posé d'autres questions, si j'ai bonne souvenance, vous vous souvenez? Non, on va peut-être demander. Bon, ben, dans tous les cas, c'était... On va relire, hein, cette question, tout simplement. Alors, c'était la seule question. Hein. Est-ce que les articles 1109 et à 1116 du Code civil suffisent-ils à une personne victime d'un vice de consentement en amour pour justifier quelque animosité que ce soit? Non, ça ne justifie pas les animosités. Ces articles dont il fait état ici, qui, vous connaissez toute la kyrielle des devoirs conjugaux qu'on lie aux époux, c'est tout simplement pour permettre au cas où l'un des devoirs est rompu, que l'autre personne puisse solliciter la rupture de ce lien conjugal. C'est dans les normes.
C'est la loi qui le dit. L'animosité ici, c'est l'instinct grégaire d'un individu. Ça n'a rien à voir avec ce que prévoit la loi. C'est pas parce que votre mari, vous l'avez attrapé en adultère, vous sollicitez effectivement la rupture que vous allez devenir contre ce mari-là. Comme on l'indiquait tout à l'heure, vous allez publier vos photos de mariage, vos photos d'intimité, etc., etc. Votre rôle, c'est de quitter ce lien qui vous semble être qui ne vous semble plus être sain. Et vous allez à côté, vous allez vivre votre vie. C'est tout. L'animosité dont on parle ici, c'est de sortir de son cacan individuel pour nuire à l'autre. En fait, c'est de ça qu'il est question. Parce que publier les photos, on a l'impression qu'on fait du mal à l'autre. Parfois, on fait sa publicité. On a vu parfois que les prostituées ont beaucoup plus de prétendants. C'est-à-dire que les gens ont vu ces photos, sa nudité, et se sont dit, OK, maintenant, moi aussi, je fonce par là. Donc, parfois, on croit nuire, mais on rend plutôt célèbre. Seulement, il faut savoir à la fin, Audrey, que les individus ont les droits. Chaque homme a des droits qui doivent être respectés par tous. La liberté des uns s'arrêtant là où commence celle des autres. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on va dire en définitive? Peut-on mettre fin à une relation tout en gardant de bons rapports? On devrait, on l'a indiqué d'ailleurs, que tôt ou tard une relation prend fin. Soit par son fait, soit par l'arrivée à terme, soit par la fin de soi. Voilà. La relation va arriver à la fin. Mais il faut plutôt, à mon sens, garder des bons souvenirs de ce qu'on a fait. Il faut encourager que cela soit inscrit, que j'ai été avec tel et j'ai passé de bons moments. Il faut oublier tout ce qui est mauvais, parce que ce qui est mauvais n'avance pas. Ne retenir que du positif. Du positif de la personne. Fanny Maton. Et moi, je dirais, tant qu'on vit, on peut toujours faire face, n'est-ce pas, à plusieurs ruptures. Donc, si à la première, vous le faites, ça veut dire que si vous avez connu 10 ruptures dans votre vie, vous ferez exactement la même chose. Donc, je pense qu'on peut arriver à une rupture sans, justement, faire preuve d'animosité. On a vu des gens ici qui, étant encore ensemble, n'ont pas arrêté de se déchirer, mais une fois qu'ils se sont séparés, tout est rentré dans l'ordre. Ils parlent normalement, calmement. Ils sont même devenus de très bons amis, sauf que la relation intime ou sentimentale qui les liait, ou même professionnelle qui les liait, n'existe plus. Il y a des gens aujourd'hui qui repartent, il va revoir son ancien employeur, ils parlent ensemble, ils vont prendre un pot et puis tout se passe bien. Pourtant, au moment où de la rupture, mais c'était vraiment de la mer à boire. Donc, ça ne sert à rien, comme l'a dit Maître Bondier, il faut toujours garder le meilleur. On est des humains, on est appelés à faire face à des épreuves, parfois positives, parfois négatives, mais comme on dit, prenons le bon et avançons, simplement. Voilà, merci, très cher panéliste, d'être venu cet après-midi, Maître Bondier, toujours fidèle au rendez-vous, merci. Oui, mais je voulais à deux mots, répondre à Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Moi, je dirais si un être vous manque, repeuplé. Repeuplé. Tout simplement, merci Fanny Maton, merci Maître Bondier d'être venu cet après-midi. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, particulièrement à ceux qui nous ont appelés. On se retrouve la semaine prochaine lorsqu'il sera 13h dans ce même studio. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tout le monde. Au revoir. Voilà.